bonsoir à toutes et à tous. C'est parti pour le sommaire de ce 20h. La communauté catholique a célébré Toussaint ce 1er novembre. Entre prières et recueillement, les fidèles en ont profité pour prier pour les disparus. Reportage à suivre dans ce journal. Plus d'une tonne de drogue saisie par les patrouilleurs de la Marine nationale. La marchandise illicite était transportée dans 2 embarcations interceptées à 120 km des côtes sénégalaises. Les syndicalistes de l'hôpital régional de Saint-Louis en Rogne, ils ont arboré des brassards rouges ce matin pour exiger entre autres la lumière sur les 200 millions de francs CFA investis dans les travaux de l'hôpital par le nouveau directeur. Et puis elle s'appelle Seynabou Diouf. Elle a été distinguée femme de l'année pour toutes les missions onusiennes. En honneur pour cette femme qui faisait partie des policiers radiés en 1987, puis réintégrée 7 ans plus tard. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Le cimetière de Bel-Air, point de convergence de plusieurs fidèles catholiques en ce jour de Toussaint. Entre prières, recueillement et embellissement, les fidèles se disent très honorés de célébrer cette fête très importante pour eux auprès de leurs défunts. Reportage signé Al-Hassan Ba et Diafaraba. Après marchandage, Madame Djemé finit par se payer un pot de fleurs et quelques bouquets. Direction maintenant la tombe de sa maman. Il faut longer 2 allées, environ 3 à 5 minutes de marche. Enfin, ici repose Madame Lucie Arsens. Madame Djemé, née Camille Arsens, est à la fois habitée par un sentiment de joie et de tristesse. Après dépôt du pot de fleurs et quelques bouquets, place aux prières et recueillements. Je m'en occupe depuis l'an 2000 qu'elle est décédée. Et vraiment, c'est une joie pour moi de me rapprocher d'elle et de dialoguer avec elle et de prier pour elle, pour qu'elle prie également pour nous. C'est avec beaucoup de fierté qu'elle parle de sa maman, une maman qui a même réservé une place pour sa fille. C'est ma mère qui a eu l'idée, en se disant que bon, ma fille a épousé un musulman et sa sœur aussi a épousé un musulman qui est guinéen. Et voilà, et c'est d'elle-même qui a eu l'idée de préparer 2 autres places pour nous, pour moi et pour cette sœur-là, quand nous ne serons plus de ce jour. Et ces places sont déjà réservées, oui, je le sais et je n'ai aucune peur, aucune peur pour ça, voilà. Accompagné de son époux, M. Djemé, ils vont faire le tour des autres tombes. Un autre fidèle venu se recueillir sur la tombe de son papa. J'ai beaucoup de choses à dire sur lui, parce qu'il m'aimait beaucoup. Bon, malheureusement, j'ai le tempérament qu'il avait eu. Mais malheureusement, il n'est plus là. Mais nous, on est à la maison, on gère. Parce que c'est ça qu'il nous a appris. On est venu pour prier pour le repos de leur âme, sans exception. Musulmans, chrétiens, parce que le recueillement c'est pour tout le monde. La prière aussi va à tout le monde. Chacun attend son jour. C'est un jour que personne ne va échapper. Le cimetière de Bel-Air, point de convergence de plusieurs fidèles catholiques, tous venus célébrer la Toussaint ce samedi, sera célébrée la fête des morts. Al-Hassan Ba, des fidèles ont également rallié le cimetière Saint-Lazare en ce jour de Toussaint. Ils sont venus formuler des prières également pour leurs morts. Reportage signé sur place, Cheikh Diop et Pape Sangoné Mbaye. Avec ce symbole à la main, Kader Mani veut marquer cette fête. Une occasion aussi pour rendre hommage à son grand-père, rappelé à Dieu le 27 juillet dernier. Ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à lui. Je ne vais pas vous mentir parce qu'il m'a épaulé durant tout le séjour, tout mon cursus scolaire. Et vu qu'il n'est pas là aujourd'hui et qu'il repose en paix, donc je vois vraiment normal et vraiment poli de venir lui rendre un dernier hommage. J'ai un sentiment de solitude, j'ai mal au plus profond de moi. Au cimetière Saint-Lazare de Dakar, l'émotion était vive. Chacun pense à son mort tous les jours. Je pense que c'est vraiment au quotidien qu'on pense à. On n'attend pas le jour
un jour comme aujourd'hui, le jour de la Toussaint. Parce que les gens sont morts que l'on doit les oublier. Les morts sont bien morts, mais ils sont parmi nous. Ils nous ont côtoyés. Nous devons prier pour eux. Parce qu'au-delà, c'est des personnes. Effectivement, on est mortels. On est tous de passage sur cette terre. La Toussaint, c'est aussi la fête des saints. Un moment propice pour inviter les fidèles à s'inspirer de ces hommes de foi. On essaye de vivre notre vie d'une belle façon pour avoir une belle fin et puis pour que les gens se souviennent de nous comme étant quelqu'un de bien. Mon Dieu, et de faire tout ce qui est bien parce que nul ne sait l'heure ou le moment où la mort vient. Il n'y a que ça de vrai. C'est notre demeure, notre vraie demeure. Et effectivement, ça doit nous montrer le bon chemin. Comme chaque année, la Toussaint, une fête catholique célébrée chaque 1er novembre au Sénégal, une journée de prière et de recueillement pour aussi une pensée pieuse aux morts. Cher Diop, Pikine n'était pas en reste pour la célébration de la Toussaint. Les populations ont organisé une journée de prière en faveur des disparus. Ils en ont profité pour dénoncer l'état dans lequel se trouve le cimetière déjà surutilisé. Je vous propose là-dessus de suivre les avis de Mamadou Fall et Abdou Khadr Kébé, interrogés par Salif Sow et Asmalik Diop. La gestion des cimetières, c'est révolu à la collectivité locale. C'est la mairie qui a en charge la gestion des cimetières. Mais comme nous cohabitons avec ces cimetières, nous sommes obligés, nous n'attendons pas la mairie de le faire parce que nous l'avons toujours fait. Voilà. Nous avons nos parents qui sont là et ce n'est pas uniquement le quartier Gazelle qui utilise ces cimetières-là, c'est la ville de Pikine qui gère ces cimetières-là. Tu vois, bon, on verra ce que la mairie aura prévu pour cela. C'est une demande pressante d'ailleurs, c'est une demande pressante qui est là, qui est réelle. Il faudra trouver un autre site où on ne peut pas le savoir, ce n'est pas à nous de décider. L'arène, je ne veux pas parler de ça parce que ça c'est un échec, parce que cette zone-là, il y avait plein de choses qui étaient prévues avec le programme Passe Dune. Mais dans ce programme Passe Dune, il n'était pas prévu la construction d'arènes. Il y a autre chose plus rentable pour la communauté qui aurait pu être installée là-bas. Bon, je n'insiste pas là-dessus parce que ça c'est un problème politique. Il s'est trouvé que ça fait plusieurs fois que notre imam, l'imam Sow de la grande mosquée de Pikine, a prêché plusieurs fois pour une augmentation des cimetières. Et que certainement avec un coût global de 100 millions, on pourrait faire l'extension. C'est ce qu'il a toujours dit. Donc je pense que vraiment c'est possible. Autre aspect de l'actualité, plus d'une tonne de drogue saisie ce jeudi par les patrouilleurs de la Marine nationale. La drogue était transportée dans 2 embarcations interceptées à 120 km des côtes sénégalaises. 5 individus de diverses nationalités sont interpellés et le procureur de la République était présent au port militaire. Il a promis d'ouvrir une enquête. Reportage signé Chérif Dia avec les images de la DIRPA. Voici le héros du jour, le Fouladou de la Marine nationale qui s'est désormais fait une place dans les annales de l'histoire grâce à une saisie record de plus d'une tonne de cocaïne à bord de ces 2 embarcations à plus de 120 km au large de Dakar. À Dakuis et Karang, les 2 embarcations ainsi que les 5 individus qui étaient à bord sont interpellés. Au large de Dakar. Ces 2 embarcations, l'une des 2 dénommée Adaxus, transportait une quantité de cocaïne dont nous n'avons pas encore une estimation exacte, mais qui tourne autour d'1 tonne. Il y avait sur les 2 embarcations qui ont été arraisonnées, un effectif total de 5 personnes qui ont été appréhendées. La quantité du stupéfiant est importante, comme on peut le constater sur ces images, lors du déchargement au port militaire de Dakar. Cette saisie record a été rendue possible grâce à la collaboration de la Guardia civile espagnole et des autres forces de défense et de sécurité sénégalaises. La Guardia civile espagnole
qui a joué un rôle remarquable dans le partage d'informations, qui a permis donc aux Fouladou et aux forces spéciales de la Marine nationale d'opérer cette interception et de procéder à ces arraisonnements. Il faut aussi saluer la collaboration et la coordination avec les forces de défense et de sécurité, notamment l'administration des douanes sénégalaise. Le directeur général de la douane était présent à l'arrivée des deux embarcations, tout comme le procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, qui a ouvert une enquête. Ils sont arrivés ici, ont été remis avec la cargaison à la douane et aux éléments de la police scientifique qui ont procédé aux procédures d'usage dans de telles situations. Pour le reste, les enquêtes vont se poursuivre et vont permettre d'établir tout ce qui s'est passé exactement. En attendant, la police scientifique a déjà effectué des prélèvements sur cette drogue dont les 5 convoyeurs sont en garde à vue. Retenez que la caserne du groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention a été inaugurée ce jeudi à Naye-Kidira avec un dispositif sécuritaire impressionnant composé d'engins à mort blindés, des drones et plus de 150 hommes. Cette unité est venue à son heure selon l'ambassadrice de l'Union européenne Irène Mengassou pour le renforcement de la paix et la stabilité en zone frontalière du Mali. Je vous propose là-dessus de suivre cette correspondance signée à Moussa Omar Gueye. Avec un bataillon de plus de 150 hommes, des Hammer blindés Eurovantac ST5 de dernière génération fabriqués en Espagne, des munitions d'intervention pour le maintien de l'ordre public, des toilettes et cuisines mobiles pour les déplacements et nomadisation, des camions, des motos et des drones, la caserne du groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention Garci Sahel, financée par l'Union européenne et le gouvernement du Sénégal en zone frontalière du Mali, est venue à son heure. Et je voudrais souligner que cette mise en commun de nos ressources et de nos forces représente ce qu'en termes de partenariat, l'Union européenne a de meilleur à offrir. En effet, pour le projet Garci, 4 États membres de l'Union européenne, l'Espagne, l'Italie, la France, le Portugal, sont ici engagés par le biais de leurs forces de gendarmerie avec celles de l'État du Sénégal. Le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, qui a présidé la cérémonie officielle d'inauguration, se félicite de ces avancées significatives dans le cadre du renforcement de la paix et de la stabilité nationale. Dans leur combat commun pour lutter contre le terrorisme, les crimes transfrontaliers et les nouvelles menaces qui peuvent peser actuellement sur notre pays. Dans ce contexte sécuritaire, je pense qu'on a le bel exemple aussi de l'engagement du président de la République Macky Sall pour que la situation sécuritaire s'améliore partout, particulièrement dans les zones frontalières. En présence du général de corps d'armée, haut commandant de la gendarmerie nationale Cheikh Sène, le président du conseil départemental de Bakel et le maire de Bélé ont sollicité une parfaite collaboration des populations aux côtés des forces de défense et de sécurité. Marguet, nous parlons de toute autre chose à présent avec les élèves maîtres de l'école de formation des instituteurs de Saint-Louis qui ont arboré des brassards rouges. C'était ce matin. Pour cause, ils sont restés 2 mois sans percevoir leur bourse. Ils ont tenu un point de presse pour se faire entendre. Abdou Khader Baro, le coordonnateur de l'amicale, en parle au micro de Seynou Diop et Habib Sek. Une situation dans laquelle se trouvent les élèves maîtres qui sont ici depuis le mois de mai. Autrement dit, nous sommes restés 2 mois sans bourse, alors que dans les autres CRFPE, les autres centres qui ont fonctionné cette année, tous les élèves maîtres ont déjà perçu leur bourse et ont déjà passé l'examen comme il le faut. Contrairement à nous, qui avons passé l'examen dans des situations difficiles. Où les CRFPE qui ont fonctionné cette année, à savoir Kolda, Louga, Kaolack, Thiès, et Dakar ont déjà perçu leur bourse. Tous les élèves qui sont là-bas ont perçu leur bourse. Où est le problème par rapport au CRFP de Saint-Louis? Cette situation, nous la déplorons. Nous avons parcouru toutes les rues. Nous avons fait office de responsabilité. Nous avons fait preuve de patience.
Nous avons consulté toutes les autorités. Mais aujourd'hui, nous sommes à un moment où on ne peut plus attendre. On pouvait perturber les examens, on pouvait boycotter les examens, mais on ne l'a pas fait parce que nous sommes conscients du statut que nous occupons aujourd'hui. Puis à l'hôpital régional de Saint-Louis, travailleurs syndicalistes et la direction ne parlent plus le même langage. Les syndicalistes ont arboré des brassards rouges et exigent la lumière sur les 200 millions de francs CFA investis dans les travaux de l'hôpital par le nouveau directeur. Les médecins, les paramédicaux et personnels administratifs réclament également 6 mois de prime de motivation. Le directeur de l'hôpital, Thierno Ndiaye, a apporté la réplique dans cette correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Sek. L'hôpital régional de Saint-Louis a renoué avec ses vieux démons. Les syndicalistes et les directeurs ne parlent plus le même langage. Les travailleurs affiliés aux 3 syndicats, le SAMES, le SAES et le SAS, ont observé un arrêt de travail et ont fait face à la presse pour dénoncer la gestion jugée nébuleuse du nouveau directeur. Donc le personnel n'arrive pas à soigner correctement les patients. En plus de cela, il y a une gestion opaque de l'ensemble des ressources qui sont à la disposition du CHR de Saint-Louis. Donc, en plus de cela, il y a les pannes des appareils au niveau des services. Quand vous allez dans le service de radiologie, vous ne pouvez pas faire une échographie actuellement. En plus de cela, le laboratoire ne manque pas pour cause de rupture de réactifs. Pour les syndicalistes, certains travailleurs sont restés 6 mois sans percevoir les primes de motivation et réclament aussi la lumière sur les 200 millions destinés à la réfection de l'hôpital. On n'est pas associé. Quand il y a des fonds qui rentrent dans l'hôpital, nous on se lève un bonjour, on voit que les travaux continuent dans l'hôpital et on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Les travailleurs courent derrière des arriérés de dettes de 6 mois de paiement de motivation. Le directeur général de l'hôpital a apporté des éclaircissements sur les 200 millions soulevés par les syndicalistes. La question fondamentale que les travailleurs posent, c'est un arriéré de salaire. L'hôpital leur doit de l'argent. Cela est vrai, on leur doit des motivations et des primes parce que l'hôpital connaît une difficulté financière. Laquelle difficulté est née d'abord de la sous-production que nous avons. Quelques jours après la réception d'un important lot de matériel médical provenant de 3 donateurs, l'hôpital régional de Saint-Louis vit dans une ambiance délétère. Les travailleurs ont prévu de durcir le ton avec une grève dans les jours à venir si la situation perdure. Ousseynou Diop, le syndicat, les syndicalistes du nettoiement également déplorent les lenteurs pour l'application de la loi relative à la convention collective, également du manque de considération des agents journaliers. Ils ont adressé un mémorandum au ministre de l'Urbanisme pour trouver des solutions. Dans cet élément signé Aïssatou Gueiba. 7 syndicats regroupent les travailleurs du nettoiement et pourtant, ils n'arrivent toujours pas à trouver gain à leur cause. Un manque de solidarité entre eux est la principale explication fournie par ces techniciens de surface. Aujourd'hui, à travers une assemblée générale regroupant délégués et travailleurs, le syndicat national des travailleurs du nettoiement a mis sur la table plusieurs revendications, notamment l'application de la convention collective. Depuis lors, il n'y a pas eu d'augmentation de salaire. Les travailleurs sont souvent dans des conditions exécrables, dans des conditions misérables. Aujourd'hui, les syndicats ne valent rien à l'UCG. Ou bien le manque d'augmentation de salaire, c'est parce que la convention collective n'a pas été appliquée. Nous, on a dit, à défaut de la convention collective, qu'il y ait un accord d'établissement. Avec cet accord d'établissement, ça nous permettra maintenant de discuter avec toutes les parties prenantes pour trouver maintenant des voies et moyens qui vont nous permettre aujourd'hui de régler définitivement la crise dans ce secteur. C'est la situation des journaliers. Comment peut-on utiliser des journaliers 4 ans? Ils ont des salaires de misère. Ils n'ont pas de prise en charge médicale. Ils sont des laissés pour quoi? Un mémorandum adressé au ministère de l'Urbanisme est déjà mis sur la table. Ces agents comptent aller plus loin s'il le faut. Nous avons tenu à faire un mémorandum. Et ce mémorandum aujourd'hui est considéré comme le plan d'action du syndicat national des travailleurs du nettoiement. Et ce plan d'action sera déposé au niveau du ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, et au niveau de l'UCG, et même au niveau du président de la République, pour qu'ils sachent que les travailleurs aujourd'hui ne sont pas contents, ils ne sont pas considérés par rapport au Sénégal zéro déchet. Nous avons pris nos responsabilités pour non seulement informer les travailleurs, mais informer l'opinion, puisque du jour au lendemain, on peut déposer un préavis de grève. Conscient de l'importance qu'il représente au sein de la société, SNTN avertit sur les retraites à prévoir d'ici 2020. Nous avons un personnel vieillissant et d'ici 2020, si on ne fait pas attention, il y aura plus de 200 départs à la retraite.
ce sera un manque à gagner. Et je pense qu'aujourd'hui, le nettoiement a besoin d'avoir du sang neuf. Nous avons besoin d'avoir un personnel de qualité. Nous avons besoin aujourd'hui de gérer notre plan de carrière pour ne serait-ce qu'au moins mettre fin à cette cacophonie actuellement qui existe dans notre secteur. Pour l'heure, le syndicat national des travailleurs du nettoiement demande plus de valorisation. Ces techniciens de surface comptent mettre tous les moyens à leur disposition pour y arriver. Et puis au lendemain du protocole d'accord signé avec la SN HLM, certains résidents des immeubles des HLM maristes commencent déjà à quitter les lieux, non sans appréhension. D'autres, pour des raisons qui leur sont propres, ont demandé un délai. Reportage sur place signé à Pape Faraning et Diafaraba. Des cartons remplis de bagages sur les vérandas et dans les voitures. Des appartements qui commencent à se vider. Locataires et propriétaires quittent les immeubles des maristes au lendemain de l'accord signé avec la HLM. Bon, ceux qui ont eu la possibilité de déménager immédiatement, ils célèbrent parce que bon, ils ont cette possibilité et puis ils ont aussi un an de paiement de location. Mais ceux qui n'ont pas eu cette possibilité aussi sont dans la détresse. Donc on ne peut pas dire que tout le monde est en train de célébrer, quoi. Par la grâce de Dieu, nous avons pu donc obtenir cet accord et nous aussi, nous faisons notre part de ce processus-là, notre part de responsabilité. Ça veut dire donc quitter, mais nous avions toujours souhaité quitter en bon ordre et c'est ce que nous sommes en train de faire. Certains d'entre eux ont pu trouver des appartements dans la capitale, mais tous n'ont pas eu cette chance. Bon, il va dans un quartier, il va à Dieuppeul, donc vous voyez que ce n'est pas évident du tout. C'est dans le protocole, quoi. Je crois que les F4 c'est 2500, 250 000, F3 200 000, F2 150 000 et F1 je crois 125 000, quelque chose comme ça. Vous avez un frais de déplacement? Ils ont donné 100 000 francs de frais de déplacement. Même s'ils ont une aide pour le déménagement, certains locataires demandent plus de délai afin de trouver un logement non loin des écoles de leurs enfants. Je ne peux pas déménager vraiment au milieu scolaire parce que j'ai inscrit mes enfants ici à la source. 2 enfants qui sont à la source. Voilà. L'une a 5 ans, l'autre a 2 ans. Donc c'est vraiment difficile pour moi de quitter ici maintenant, quoi. Ce que j'aimerais, qu'on nous laisse jusqu'à la fin de l'année scolaire, voilà, pour quitter. Moi-même, j'ai essayé de chercher ici des appartements, mais on nous dit 200 000, 250 000. Moi, je ne peux pas payer ça, je n'ai pas les moyens de payer ça. Voilà, donc vraiment, sincèrement, je ne sais pas où aller. Au lendemain du protocole d'accord avec la HLM, les immeubles des maristes qui menacent ruine commencent à se vider de ses occupants qui vont devoir attendre 3 ou 4 ans avant de retrouver leur maison. Malifara, c'est dans la commune de Bambali à l'est du pays. Ils réclament un poste de santé et les femmes avec leurs tâches quotidiennes vivent un véritable calvaire, nous disent nos correspondants sur place Bakary Kanté et Khalid Yamé. Tôt le matin, les femmes de Malifara sont autour des puits pour chercher de l'eau. On n'a pas de forage dans ce village. Pendant l'hivernage, les puits font le plein, mais pendant la saison sèche, certains puits tarissent. Même pour faire le maraîchage, c'est difficile à cause du manque d'eau. Elle pile le riz pour le repas de midi, le mil et le maïs pour le couscous et la bouillie. Nous faisons tout avec la main. Nous pilons nos produits, ensuite on les met dans les sacs pour vendre une partie. L'autre est transformé en couscous, bouillie, etc. pour la famille. Pendant la saison des pluies, elles sont dans les rizières. Pendant la saison sèche, elles s'activent dans le maraîchage. Nous avons commencé le maraîchage, nous avons beaucoup de légumes, choux, carottes, oignons, etc. Mais notre problème principal est l'eau. Pour arroser, nous avons de sérieux problèmes. Malifara n'a pas de poste de santé. Les accouchements à domicile sont monnaie courante et la route est impraticable. Beaucoup de femmes accouchent dans les maisons. On n'a pas de poste de santé. En plus, les routes sont impraticables pour effectuer les évacuations sanitaires. Ces femmes de Malifara demandent l'aide du gouvernement dans les plus brefs délais et réclament un poste de santé, un moulin, des batteuses,
en forage et des financements. Youssou N'Dour s'engage dans le combat et la promotion de l'accès des enfants à l'école. L'artiste compte apporter sa pierre à l'édifice en usant de sa notoriété. La signature de l'accord avec le partenariat mondial pour l'éducation s'est tenue à cet après-midi. Compte rendu signé Youssou Baro et Habib Faye. Début d'une collaboration entre l'artiste Youssou N'Dour et le partenariat mondial pour l'éducation. Motif de leur combat collectif, la scolarisation des enfants africains dans un contexte où plus de 260 millions d'enfants dans le monde ne fréquentent pas l'école. L'Afrique est l'épicentre de la crise de l'apprentissage. Le mois dernier, la Banque mondiale a publié des nouvelles données indiquant que 87% des enfants africains âgés de 10 ans ne pouvaient ni lire ni comprendre une brève histoire simple. C'est pourquoi c'est un tel plaisir d'être ici aujourd'hui pour assister à la création d'une nouvelle collaboration entre le Partenariat mondial pour l'éducation et Youssou N'Dour. Merci. Aujourd'hui, cet engagement prend forme avec cette cérémonie de signature qui, pour moi, revêt un caractère à la fois symbolique et particulier, car elle se fait au nom de l'école, pour ne pas dire de l'éducation dans sa globalité. Pour le devenir et l'avenir des enfants, déjà en 1983, j'avais organisé une tournée nationale en faveur de l'éducation. Mieux, plusieurs de mes chansons tournent autour des enfants et de l'éducation. Pour un accès à une éducation de qualité, le musicien compte promouvoir l'accès aux études en faveur des enfants. Malgré tous nos efforts, des millions d'enfants n'ont toujours pas accès à une éducation de qualité. Et vous serez d'accord avec moi que l'on ne peut pas espérer un développement ou un avenir meilleur pour les enfants sans éducation. Pour plus d'écho favorable, Youssou N'Dour va utiliser sa notoriété pour réussir ce combat. Vous l'annoncez dans les titres de cette édition, Major Seynabou Diouf, femme de l'année pour toutes les missions onusiennes. Une distinction prestigieuse pour celle qui faisait partie des policiers radiés en 1987. Réintégrée 7 ans après, elle s'est beaucoup illustrée dans ses missions. La cérémonie de consécration est prévue le 2 novembre prochain à New York. Fatimata Touré. Méconnu de bon nombre de Sénégalais et pourtant avec un parcours de vrais combattants, il s'agit du Major Seynabou Diouf, première femme gardienne de la paix au Sénégal et major de sa promotion, la 20e. Elle fait partie des 1465 policiers radiés par le président Abdou Diouf en 1987. 7 ans après, Major Seynabou Diouf est réintégrée puis affectée à la police municipale de Dakar où elle a servi jusqu'en 2000. En 2004, elle est sélectionnée pour représenter le Sénégal au Darfour pour une mission de maintien de l'ordre. En 2006, Major Seynabou Diouf est affecté au commissariat spécial de l'aéroport de Dakar jusqu'en 2015. Puis s'ensuivent ses missions à la MINUSMA et à la MINUSCO pour charger de tout ce qui est violence liée au conflit. Elle prend aussi en charge des violences exercées par le personnel des Nations Unies sur les populations. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'elle a mis en place un réseau de femmes pour combattre les violences et abus sexuels faits à la gente féminine. Ce réseau a aussi pour mission de prôner l'autonomisation des femmes pour récompenser tous ces efforts consentis pour la mission onusienne. Major Seynabou Diouf est élue femme de l'année et ce pour toutes les missions onusiennes. Sa consécration fait réagir sa fille Fatoumata Bintou Kane au moins d'une lettre ouverte adressée au ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye. Elle écrit le vœu que sa mère reçoive les honneurs de la République. Fatimata Touré dans la page internationale de cette édition. Le Pakistan, où l'explosion de 2 bonbonnes de gaz dans un train a fait 71 morts. Les rues d'Alger remplies de monde, des manifestants qui réclament le départ des autorités. Enfin, le Parlement béninois qui a voté la loi de révision de la Constitution à la suite du dialogue politique initié par le gouvernement. C'est un récit signé Daniel Diouf.
Au moins 71 personnes ont péri dans l'incendie qui s'est déclaré jeudi à bord d'un train de passagers au Pakistan. C'est à la suite d'une explosion accidentelle due au gaz selon les autorités. 3 voitures, 2 de classe économique et 1 de classe affaires ont pris feu suite à l'explosion de 2 bonbons de gaz utilisés par des passagers pour cuire des aliments. La plupart des victimes sont des pèlerins qui se rendaient à un rassemblement religieux près de Lahore, dans l'est du pays. Marée humaine ce vendredi dans les rues d'Alger pour réclamer une nouvelle indépendance, 65 ans jour pour jour après le début de la lutte armée contre le colonisateur français. Il s'agit du 37e vendredi consécutif de manifestations en Algérie. Des manifestants avec un drapeau autour des épaules, certains ont même décroché les drapeaux installés dans les rues par les autorités pour manifester avec. Les manifestants demandaient le départ des autorités, le départ du chef d'état-major, l'actualité de l'élection présidentielle, pas oubliée puisque la foule chantait qu'elle n'irait pas voter. Et puis à Djibouti, la mobilisation populaire continue même si le calme est revenu à la mi-journée ce vendredi après 2 jours d'échauffourées entre manifestants et forces de l'ordre. Aucun bilan précis n'a encore été établi, mais selon la Ligue djiboutienne des droits de l'homme, il y aurait plusieurs dizaines de blessés, dont certains par balles et plusieurs arrestations. Les jeunes exigent la libération de l'un des leurs, arrêté jeudi par les services de renseignement. Ces violences ont fait suite à son arrestation. Ce jeune militait dans les rangs de l'ARD, un parti de l'opposition. Le parti dénonce une arrestation arbitraire. Enfin, le Bénin, où le Parlement composé de 83 députés de la majorité a voté la loi de révision de la Constitution, conséquence des recommandations du dialogue politique organisé par le gouvernement début octobre. La révision votée ne touche pas à la durée du nombre de mandats du président de la République. Le nouveau texte précise qu'aucun président de la République ne peut faire plus de 2 mandats dans sa vie. Pour la première fois, le nombre de mandats des députés est limité à 3. Le texte révisé crée un poste de vice-président. Il sera désormais exigé des candidats au scrutin présidentiel le parrainage d'élus, une disposition qui met en colère l'opposition. Merci à vous Daniel Diouf, c'était le dernier élément de ce journal. À vous l'antenne Aram pour la suite de Soir.